Bonjour à tous. Merci Monsieur le Président. Merci à la Société Cantel. La place du laser et des injections. A big debate. Quel traitement pour quel œdème? Effectivement, l'arsenal thérapeutique s'est agrandi au cours des dernières années. La photocoagulation, qui a été longtemps le gold standard du traitement depuis les TDRS, les injections intravitréennes d'anti-VEGF, avec le Lucentis qui a l'AMM depuis 2011, pour les œdèmes maculaires diabétiques associés à une baisse visuelle, les stéroïdes, la chirurgie. L'acuité visuelle est en fait, dans cette prise en charge, un critère déterminant, à l'exception, bien sûr, des œdèmes maculaires tractionnels qui ne relèvent pas de la photocoagulation, mais de la chirurgie. L'amélioration de l'acuité visuelle est l'objectif primaire, contrairement à la DMLA, dont la prise en charge est essentiellement basée sur l'OCT, l'épaississement maculaire central. Donc, en gros, un œdème maculaire diabétique sans baisse d'acuité visuelle semble actuellement pouvoir bénéficier de laser. En revanche, lorsqu'il existe une baisse significative de l'acuité visuelle inférieure à 6/10, il semble préférable de penser en première intention aux injections d'anti-VEGF. La place du laser dans le traitement de l'OMD, d'actualité, a dit le Président. On fera un bilan attentif, paisible, il n'y a pas d'urgence, avant la prise en charge et avant d'envisager la photocoagulation, l'acuité visuelle, l'OCT qui est d'une aide extrêmement précise permettra de mesurer les différents paramètres de l'épaississement, de la limitante, de la ligne des photorécepteurs, dont on sait qu'ils peuvent avoir un aspect péjoratif. Et l'angio initial que je continue de souhaiter, de vouloir et de faire avant de photocoaguler un œdème maculaire pour avoir exactement le contexte de la perfusion capillaire, ischémie ou pas. Et vous savez que dans la maculopathie ischémique, le laser n'apportera rien et qu'il n'y a pas de traitement. L'OCT, bien sûr, sera réalisé au cours du suivi sans qu'il soit nécessaire de refaire une angiographie. L'angiographie permettra également de situer les différents types d'œdèmes, les œdèmes focaux, les œdèmes mixtes, les œdèmes diffus, bien que ces dénominations soient actuellement un peu controversées. Alors le laser en première intention, sûrement dans les œdèmes focaux paraphovéolaires, souvent dans les œdèmes mixtes à forte composante focale, c'est-à-dire avec beaucoup de microanévrismes diffusants, et peut-être dans certains œdèmes diffus, sans baisse visuelle initiale majeure, et dont j'ai le sentiment qu'ils peuvent être traités et modulés par une photocoagulation raisonnable. Mais le laser sera toujours fait après optimisation du contrôle systémique. L'hémoglobine glyquée, la pression artérielle, la fonction rénale, les lipides, dont le contrôle peut améliorer de façon très significative l'épaississement maculaire et les diffusions. Il faudra évaluer aussi le contexte, les pathologies associées, la compliance du patient, qui peut intervenir dans la décision. Donc le laser, oui, mais un laser prudent. Il faut réduire la diffusion thermique au niveau de la neurorétine. C'est elle qui est iatrogène. Il faut diminuer le temps d'exposition. C'est capital. 10 millièmes à 20 millièmes de seconde.
contrairement aux données de l'ETDRS qui préconisaient 100 millièmes de seconde. Je parlerai de la radiation verte, que je connais bien, que j'aime bien, le 532 nanomètres, pour laisser au professeur Sued le soin de dévoiler son expérience avec le jaune 577 nanomètres. Je choisis volontiers des impacts de 80 à 100 microns, espacés de 150 microns, disposés en quinconce au niveau des zones d'épaississement rétinien, bien aidés par l'OCT, bien sûr, mais sans cibler ni viser à détruire les microanévrismes, surtout ceux qui sont parafovéolaires. J'utilise une intensité minimale pour des impacts à peine visibles au niveau de l'EP. Rappelez-vous que tout impact blanc correspond à une brûlure de la neurorétine adjacente, responsable d'une destruction des photorécepteurs irréversibles et de scotomes centraux nuisant à la qualité de vie. Enfin, dernière précaution, et pas toujours facile, respecter une zone sanctuaire centrale de 150 microns. Vous voyez le sens interdit. Vous voyez ici le cas d'un jeune patient avec des exsudats paracentraux que vous voyez ici. Je ne sais pas, j'ai une flèche. Pardon. Vous voyez les exsudats en lumière bleue. Vous voyez en géographie avec ces points, ces microanévrismes hyperfluorescents, quelques espaces élargis au niveau de la maille capillaire et des diffusions tardives intéressant le centre de la fovéola avec cet aspect en OCT. 2 ans après photocoagulation, vous voyez les exsudats ont disparu, l'épaississement maculaire a disparu, les impacts sont à peine visibles, ne se sont pas pigmentés et le patient continue d'être très heureux de sa vision sans altération de sa qualité de vie. Donc au risque de radoter, pour réduire la diffusion thermique au niveau de la neurorétine, diminuer le temps d'exposition, les dommages tissulaires étant principalement déterminés par la durée du chauffage laser. Une intensité minimale pour des impacts à peine visibles et l'intérêt des images en autofluo. Et vous voyez ici ce patient qui présentait un œdème maculaire cystoïde important, une photocoagulation en grille réalisée en 1997, avec les impacts de l'époque à 100 millièmes de seconde. Il a, 15 ans après, une acuité visuelle à 9/10 P2. Il semble heureux, mais je suis sûre qu'une micropérimétrie montrerait à quel point cette destruction du couple épithélium pigmenté photorécepteur a été préjudiciable pour sa vision. En revanche, ce grid réalisé en 2005, avec 10 millièmes de seconde, 80 microns 100 milliwatts, avec un suprascan, ne met en évidence aucune hypo-autofluorescence. C'est iso-autofluorescent. Et probablement, on peut penser que l'intégrité de l'activité métabolique potentielle de l'EP est, grâce à cela, préservée. Une jeune fille, 27 ans, un œdème mixte diffus, mal équilibré, 8,2%, mais on ne peut pas faire mieux. C'est une rebelle. Dans un contexte de non-proliférante modérée, une baisse minime de l'acuité visuelle, je propose une photocoagulation en grille au niveau des zones d'épaississement maculaire. L'imagerie que vous voyez là a été réalisée 24 heures après la photocoagulation. Et sans doute pouvez-vous percevoir
malgré ma tremblote, des petits... Je tremble moins au laser. Des petits spots à peine visibles 24 heures après la photocoagulation. Voyez l'OCT avant, et voyez 12 mois plus tard, plus d'exsudat, plus d'épaississement maculaire, le traitement efficacité retardée du laser, progressif, mais durable. Là, c'est un monsieur diabétique, bien sûr, avec une hypertension artérielle, une apnée du sommeil, un contexte lourd de cancer prostatique. Il est sous chimio. Il refuse, et je le comprends, les injections intravitréennes itératives. Il a un œdème mixte sévère, avec un important épaississement maculaire, comme vous le voyez sur l'OCT, et une baisse d'acuité visuelle significative. J'ai décidé de proposer une photocoagulation laser en grille périmaculaire. Et vous voyez, 2 ans après, 7 à 8 dixièmes P2, malgré et sans doute en raison d'une membrane épimaculaire, qu'on voit bien ici, et d'une cataracte, on voit que les images sont nettement moins bien, mais il n'est pas question de l'opérer dans le contexte actuel. Alors, les IVT, bien sûr, mais quand? Le traitement des œdèmes maculaires par IVT, et en particulier par le Lucentis qui a reçu l'AMM, ne doit être envisagé pour le remboursement en tout cas, qu'en cas de baisse de l'acuité visuelle inférieure à 6 dixièmes. Contrairement à la DMLA, l'indication d'IVT est posée en fonction de l'acuité visuelle initiale et non de l'épaisseur maculaire centrale en OCT. Les gentils VEGF sont spectaculaires, avec une efficacité rapide, mais transitoire. C'est un traitement lourd, avec un suivi mensuel indispensable. Le profil du patient, sa compliance, et ou ses pathologies associées, comme celle de ce monsieur, du monsieur précédent, peuvent constituer une contre-indication. Et alors, place au laser. À noter que dans les études nombreuses, les critères d'exclusion imposés au cours des études sont les accidents cardiovasculaires ou les AVC récents de 3 mois ou moins de 3 mois, une fonction rénale altérée, une hémoglobine glyquée supérieure à 10%. Et dans mon expérience, ce n'est pas toujours ça la vraie vie. Voilà Sylvie, 48 ans, diabétique, découverte tardivement, avec une hypertension artérielle instable, fonction rénale altérée. 4 dixièmes P4 et le tableau d'un monstrueux œdème. Il est certain que dans ce contexte, l'autre œil ayant été perdu à la suite d'une atrophie pour œdème maculaire chronique prolongé, ce sont les IVT en première intention. 2 ans plus tard, après 15 IVT, l'acuité visuelle s'est très sensiblement améliorée, ainsi que l'épaisseur maculaire centrale. Initialement, elle était à presque 1000, elle était à 413. L'AV stable à 3 examens successifs, donc on suspend le traitement par IVT, mais malheureusement, la patiente est hospitalisée avant transplantation rénale et va bénéficier d'une dialyse qui contre-indique la poursuite des IVT. C'est la vraie vie. IVT versus laser, donc de multiples études que vous connaissez bien et que je ne détaillerai pas, ont montré des résultats très supérieurs du groupe Lucentis, avec une acuité visuelle supérieure à 2 lignes dans 50% des cas, mais un effet transitoire, la nécessité de 8 IVT en moyenne la première année, avec nécessité d'un suivi mensuel. Et le laser assez vilipendé dans ces études
En cherchant bien, et je dis a priori parce que c'est mal exprimé, ce sont des paramètres mild des TDRS avec des temps d'exposition de 100 millisecondes. Et on se souviendra que l'effet du laser est progressif, durable, et que dans le DRCR-Net, à 3 ans, 33% des patients avaient plus de 2 lignes d'amélioration de leur acuité visuelle. Donc un schéma d'équilibration des facteurs systémiques indispensables, nécessaires et sûrement bienfaiteurs. En l'absence de BAV significative, laser sur œdème focal ou mixte, vers un laser prudent, toujours plus prudent. On a parlé de l'état DRS, on parle de 100 millièmes de seconde et on nous parlera brillamment du micropulse. Il faut faire une photostimulation de l'EP plutôt qu'une photocoagulation. En revanche, si la baisse visuelle est significative à moins de 6 dixièmes, laser ou anti-VEGF en première intention, laser prudent sur œdème mixte, anti-VEGF à condition des suivis mensuels, et préconisé de première intention en cas d'épaisseur maculaire très importante, avec peu de fuite focale et chez des sujets jeunes. Pour moi, les corticoïdes n'apparaîtront qu'en deuxième intention en raison de leurs effets secondaires, mais seront proposés en cas d'œdème réfractaire au laser ou aux anti-VEGF, chez les pseudophaques, chez les patients sans possibilité de suivi mensuel et en l'absence de contre-indication, mais ajouter un glaucome à une maculopathie diabétique et à la lourdeur d'un diabète, je ne m'en sens pas tellement capable. Merci.